Barbara Pompili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Ministre de la Transition écologique, on va parler Covid, véhicules polluants, nouvelle politique agricole commune, l'agriculture bio, la dépénalisation du cannabis. Mais parlons de nos territoires. Pourquoi nos territoires? C'est l'actualité. Le président de la République est en voyage. Il est en voyage en France, dans le Lot. Première étape de sa tournée à la rencontre des Français. Il prépare l'élection présidentielle de 2022. C'est clair, mais pourquoi pas? C'est son choix. Hein, vous n'avez pas de commentaire à faire d'ailleurs, non? Mais aucun. Bon, d'accord, aucun. Alors, parlons des territoires. Justement, les territoires. Vous allez répondre ce matin à Stéphane Bern. Que dit Stéphane Bern? Les éoliennes, une négation de l'écologie. C'est ce qu'il dit dans le Figaro, c'est ce qu'il écrit. Une calamité écologique. L'énergie éolienne pollue la nature, détruit le patrimoine naturel et bâti de la France. La charge est rude, je le lis. Madame Pompili pourra bien en faire une question politique. Nous accuser de défendre la France des châteaux et des abbayes contre une modernité triomphante. Elle contrevient à la loi écocide qu'elle fait voter en se rendant coupable de destruction d'un patrimoine naturel, d'atteinte à la biodiversité, d'artificialisation des sols et de soutien aux énergies fossiles. Vous répondez? Et que répondez-vous? Ce que je peux répondre, et là, vous en avez donné l'exemple parfait, on est dans une hystérisation du débat sur les éoliennes et sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique qui ne sert pas en fait notre avenir et qui ne sert pas, y compris la cause qui est défendue par ceux qui défendent notre patrimoine, dont je fais partie. On ne va pas opposer ceux qui défendent le patrimoine et ceux qui défendent l'avenir énergétique de notre pays, opposer les Parisiens et les gens des provinces. Mais c'est un peu ça. Moi, je suis élue de la Somme, donc je peux vous dire que je connais très bien le sujet des éoliennes. J'ai vu ce qui se passait sur mon territoire. J'ai vu que dans certains endroits, ça avait pu d'ailleurs assez mal se passer. Certainement trop rapidement, certainement sans trop de concertation, alors que dans d'autres endroits, ça se passe très bien. Mais donc, la question, c'est plutôt de se dire comment on résout ce problème, parce qu'on a besoin des éoliennes. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est mettre un peu d'ordre dans tout ça, revenir aussi sur ce qui est dit. Alors, justement, voilà ce que dit Stéphane Bern, il n'est pas le seul à le dire. Les éoliennes fonctionnent 21% du temps. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Bon, d'accord. Combien? Non, alors, répondez. C'est 75%. En fait, c'est 75%. Mais là, vous donnez des exemples. En fait, il faut faire la part des choses entre ce qui est factuellement faux. On a des fake news dans les alors, termes quelles sont les fake news? Quand j'entends ou quand je lis dans cette tribune que les éoliennes ne seraient pas renouvelables, c'est recyclable. C'est renouvelable. C'est comme dire que la Terre est plate. Ce n'est pas sérieux. Dire que on utilise que les éoliennes entraînent l'utilisation des centrales à charbon, c'est juste faux. Quand on a utilisé de manière extrêmement ponctuelle l'année dernière des centrales à charbon, c'est moins d'1% de notre production, hein, et ça baisse tous les ans. C'est parce que on avait un problème de disponibilité de nos réacteurs nucléaires. Donc il faut essayer de remettre les choses à leur place et de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Par contre, après, il peut y avoir des inquiétudes. Alors, est-ce que c'est une énergie non recyclable? C'est vrai ou faux? Non. Les éoliennes sont recyclables à 90%. Elles vont être recyclables en obligation à 95% dans les années qui viennent. Et puis, vous savez, quand il y a des matériaux, par exemple du béton, le béton, une fois que l'éolienne est en fin de service et n'est plus utilisée, il est retiré, concassé et réutilisé, par exemple, pour construire des routes ou des choses comme ça. Alors, j'aimerais bien, moi, que tous les matériaux et tout ce qui est utilisé en France soient recyclés à 95%. Mais Barbara Pompili, je reprends les arguments de Stéphane Bern et d'autres. Les éoliennes représentent, installées en France, ont été fabriquées par des Français? Non. Moins de 1% des éoliennes fabriquées par des entreprises françaises. C'est mon grand regret, Monsieur Bourdin. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons une industrie en France qui crée des emplois en France pour développer les éoliennes. C'est ce que nous faisons pour les éoliennes en mer. Sur les éoliennes en mer, il y a une usine au Havre, une usine à Brest. On crée des emplois parce qu'enfin, on ne se détourne plus de ces énergies et on arrête de laisser nos partenaires européens prendre la main là-dessus. Des pales des éoliennes enfouies
bien sûr, non, pas Hein? du tout. Non, pas du tout. Non, mais pas non, du c'est tout. faux ça. Mais oui. Les pales ne sont pas enfouies. Encore une fois, Oui. Elles sont fabriquées à partir de matériaux composites, ces pales. oui, comme Oui. énormément. Mélange de fibres oui. de verre, de fibres de carbone, de résine de polyester. D'accord, il y a il y a des avions qui sont aussi fabriqués. Et ces matériaux dans viennent des- de Chine. Oui, mais non, pas tous. Pas tous, mais c'est Beaucoup. pareil. C'est pareil. Encore une fois, à force de ne pas vouloir investir dans ces technologies, eh bien, on laisse les autres pays le faire. Et quand on voit les projections que nous avons, notamment les projections de l'Agence internationale de l'énergie, donc des gens sérieux qui sont reconnus internationalement, qui nous disent, dans 20 ans, il faudra qu'il y ait 90% de renouvelables. Et eux, d'ailleurs, disent qu'il faut aussi 10% de nucléaire. Donc, c'est pas une opposition nucléaire renouvelable, même si certains voudraient nous dire qu'il faudrait faire 100% de nucléaire en France. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire... Oui. C'est très dangereux de dépendre d'une seule source d'énergie. Donc, quand l'Agence internationale de l'énergie nous dit ça et nous dit que dans les projections, les coûts de production des renouvelables seront d'ici 2035, 3 à 4 fois moins chers que le nouveau nucléaire. Est-ce que, en responsabilité, il faut qu'on se détourne de ces énergies, qu'on propose aux Français un seul type d'énergie et que en 2035, nos voisins nous disent nous on a une électricité beaucoup moins chère et tant pis pour le portefeuille des Français. Quand des éoliennes sont installées près de la Sainte-Victoire, ça bousille le paysage. Pourquoi, alors là, Stéphane Bern pose une bonne question, il n'est pas le seul encore une fois. Pourquoi s'il n'y a pas d'éoliennes en ville? Est-ce que les citadins se disent finalement, peu importe, c'est à la campagne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éoliennes, je sais pas moi, au sommet de la butte Montmartre, à côté de la Sainte, je sais pas moi, de Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou sur la colline de Fourvière à Lyon? Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut raison garder. Vous avez raison. Vous avez raison sur le fait qu'il puisse y avoir des inquiétudes légitimes sur l'implantation des éoliennes, sur où on les met et sur quelles sont les règles pour ça. Il peut y avoir des endroits, je vous dis que moi je suis de la Somme, dans certains endroits, il y a légitimement un sentiment d'encerclement qui peut être ressenti. Donc face à ça, on peut soit s'énerver, soit essayer de trouver des solutions. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. La semaine dernière, moi, j'ai envoyé une circulaire à tous les préfets pour leur dire, écoutez, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire une cartographie pour regarder partout dans les territoires où c'est possible de faire des éoliennes et où ça n'est pas possible, au regard de questions de paysage, de proximité, par exemple, de lieux remarquables, de biodiversité, parce que c'est important de ne pas être sur les couloirs de migration des oiseaux, par exemple. Ça, c'est une vraie inquiétude et c'est normal. Et puis aussi des radars militaires, parce que voilà, aujourd'hui, on a 20% de notre territoire qui est accessible aux éoliennes, 20% seulement. Alors, et c'est ça qui peut entraîner des problèmes. Combien d'éoliennes aujourd'hui? 8000 à peu près en France, oui, un peu plus, on est à peu près sur 8% de notre mais combien d'éoliennes? Entre 8 et 10 000? Oui, mais alors ça, pareil. Quoi? Si, parce que plus on avance, moins on va avoir d'éoliennes parce que la technologie avance. Il y en aura combien en 2028? Puisque l'objectif, c'est 15%. La part de l'énergie éolienne dans la production d'électricité française en 2028. Avec la technologie actuelle, il y en aurait plus qu'avec la technologie qui avance. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Oui, parce que Marine Le Pen, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, contre. Ils sont contre, sauf que les réponses sont mauvaises. Quand on dit je vais mettre un taux de puissance installée maximum, ça veut dire qu'on s'empêche de mettre moins d'éoliennes mais plus puissantes, ce qui est absurde. Aujourd'hui, on a des technologies qui avancent beaucoup. Moi, vraiment, ce qu'il faut faire pour trouver des solutions à tout ça, parce qu'on a besoin du renouvelable, parce qu'on a besoin d'un mix électrique qui soit diversifié, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est irresponsable. Les énergies renouvelables, d'ailleurs, c'est pas que les éoliennes terrestres. Oui, mais d'accord, mais répondez-moi. Comme on a besoin de ça, avec les éoliennes, une cartographie où on sait où on peut les mettre. On met tout le monde autour de la table. On arrête de donner le sentiment que les choses se font à part. On mettrait les pêcheurs aussi. Mais bien sûr, évidemment, mais c'est déjà le cas. Notamment au large de Saint-Brieuc. C'est déjà le cas. Ils sont fous de rage, vous avez vu ça? Ça fait 10 ans. Ils s'opposeront, quoi qu'il en coûte, disent-ils, quoi qu'il en coûte, ils s'opposeront à l'installation de ces éoliennes de mer au large de Saint-Brieuc. Les pêcheurs de Saint-Brieuc, ça fait des années qu'on travaille avec eux pour préparer le projet de Saint-Brieuc. Oui. Ils avaient des inquiétudes, par exemple, sur les coquilles Saint-Jacques, puisqu'ils pêchent les coquilles Saint-Jacques. Amandes de mer, coquilles Saint-Jacques, les praires, le homard, les sèches.
Tout à fait. Nous avons fait Oui. faire par le CNRS des travaux pour regarder si il y avait un danger pour les coquilles Saint-Jacques du fait de ces éoliennes et notamment du fait des travaux parce que c'est ça que ça fait du bruit. Bon. On a d'ailleurs c'est très intéressant parce que du coup on a une meilleure connaissance aussi de nos fonds marins, de notre faune marine et les études nous montrent que les coquilles Saint-Jacques ne sont pas sensibles au bruit généré par ces travaux. Donc grâce aussi à ce travail en amont, on a une meilleure connaissance des risques ou des non-risques pour la biodiversité et pour les pêcheurs. On a travaillé avec eux pour qu'ils puissent continuer à pêcher, pour que pendant la période des travaux, ils soient indemnisés. Sans résultat, parce oui, mais à un moment, même si on n'est pas d'accord, il faut prendre ses responsabilités. Et sur les énergies renouvelables, nous avons besoin d'atteindre 40% d'énergie renouvelable en 2030. Ce sont des obligations non seulement au niveau européen, mais aussi, encore une fois, si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on a besoin de renouvelables. Il faut le faire en mettant tout le monde autour de la table, en travaillant ensemble, en se donnant une visibilité, en planifiant. C'est ce qui a manqué avant. Et moi, encore une fois, je l'ai entendu. Même si le nucléaire produit 2 fois moins de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie que l'éolien. Vous savez, oui. Il n'y a pas d'énergie magique. Non, il n'y a pas d'énergie magique. Il n'y a pas d'énergie magique. Des énergies plus ou moins propres. Barbara Pompili. C'est vrai, mais tout à l'heure, vous me parliez de déchets qui étaient enterrés. Les pales éoliennes qui seraient enterrées et les déchets nucléaires enterrés, vous voyez qu'on peut quand même voir qu'il y a des problèmes aussi. On a un problème de coût, comme je vous l'ai dit. On a aussi des problèmes différents sur chaque type d'énergie. Mais ne les opposons pas, essayons de faire en sorte qu'on ait un mix. Je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent qu'en 2035, il est prévu qu'on ait encore 50% de nucléaire dans notre pays. Donc du nucléaire, on en a encore pour longtemps. Ce qu'il faut, c'est qu'on diversifie. Bien. Ne soyons pas les otages d'une seule source d'énergie. C'est dangereux pour l'avenir et aussi pour le portefeuille des Français. Les investissements sont lourds pour faire du nouveau nucléaire, aussi pour faire des énergies renouvelables. Regardons ce qui coûtera aussi moins cher pour la facture de nos concitoyens, ça aussi c'est ma responsabilité. Barbara Pompili, le Covid, quelques mots, campagne de vaccination. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'engage pas une vraie campagne de communication, je ne sais pas, de vaccination, ou même pourquoi est-ce que le gouvernement ne rend pas la vaccination obligatoire pour certaines professions, alors qu'on sait que pour éradiquer l'épidémie, il faut au moins 80% de la population vaccinée. Écoutez, pour l'instant, nous avons ouvert, et ça a été annoncé hier, la vaccination pour les adolescents à partir de 12 ans. Oui, c'est ça, à partir de 12 ans, d'ici le 15 juin. Ça aussi, ça va permettre de beaucoup avancer sur la couverture vaccinale. Vous avez des ados? Vous êtes mère d'ados? Oui, j'ai une... Et vous êtes favorable? Vous les feriez vacciner, vous? Ah mais ma fille qui a 17 ans et donc qui trépignait parce que elle va avoir elle n'avait pas 18 ans donc elle n'avait pas le droit de se faire vacciner. Là elle a entendu les nouvelles hier soir, elle m'a dit moi dès le 15 je vais me faire vacciner. Donc, et vous maman, moi vous avez une réticence ou pas? Aucune. Non seulement elle va se faire vacciner, moi aussi je vais me faire vacciner là dès la semaine prochaine puisque je peux le faire maintenant. Et je crois que nous devons inciter tout le monde à le faire pour retrouver une vie normale le plus vite possible. Faisons-nous vacciner. Mais pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire? Parce que on verra. C'est ce qui a permis d'éradiquer la variole à une autre époque. On verra comment les choses évoluent. Mais pour l'instant, on vaccine beaucoup. Vous verrez comment les choses évoluent. Ça veut dire pourquoi pas? Vous n'êtes pas opposé à la vaccination obligatoire? Mais dans la mesure où mes enfants et où moi-même, quand j'étais enfant, j'ai eu des vaccins obligatoires, je ne suis opposée à rien par principe. Après, pour l'instant, les gens viennent se faire vacciner, ça avance bien. Donc, j'incite plutôt tout le monde à y aller. Et parce que je crois qu'on a tous vraiment envie de revivre un peu. Bien, Barbara Pompili, puisque vous êtes maman, vous avez une fille de 17 ans, parlons du cannabis. Tiens, le cannabis, j'ai vu ce dernier sondage. Les Français sont favorables à la dépénalisation, mais surtout à la légalisation régulée. Est-ce que vous êtes favorable à une régularisation régulée? Là, les Français sont très nombreux à être favorables. En tout cas, je suis favorable à ce qu'enfin on avance sur ce sujet. Oui, ça ne veut rien dire. Mais ça. si. Alors attendez, votre réponse, je reprends votre réponse. Je vous pose une question précise, légalisation régulée, et vous me répondez, je suis favorable à ce qu'on avance sur le sujet. Ça veut dire quoi, ça? Mais ce que je veux dire, c'est que pendant trop longtemps, on a eu une vision un petit peu dogmatique de cette histoire. C'est-à-dire,
on interdit tout, et puis ça résoudra tous les problèmes. Or, ce qu'on voit, et d'ailleurs, j'ai un rapport des parlementaires, que à l'époque j'avais initié quand j'étais parlementaire, qui dit bien que la politique d'interdiction dure, en fait, n'empêche pas la consommation, qu'on est parmi les plus gros consommateurs d'Europe de cannabis, et notamment les jeunes, et que le fait qu'on interdise empêche qu'on ait une vraie politique d'accompagnement de ces personnes, d'accompagnement aussi de la question des addictions d'une manière générale. Et donc, quand on voit qu'une politique ne marche pas, et aujourd'hui ça ne marche pas, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Après, moi je suis pas à cheval sur laquelle est la meilleure solution. Ce que je veux, c'est qu'enfin on regarde les choses en face. D'autres solutions, la répression. On ne va pas abandonner la répression. Personne ne veut abandonner la punition. Mais la légalisation régulée, est-ce une solution qui serait peut-être la bonne ? Franchement. Ça doit faire partie des solutions à regarder, oui. Ça doit faire partie de ces solutions. Oui. Encore une fois, par pur pragmatisme. Par pur pragmatisme, est-ce que vous y êtes favorable ? Je suis favorable à ce que cette solution-là soit regardée parmi d'autres. Ça peut être des pénalisations, ça peut être légalisation, ça peut être aussi sur certains usages. On a des usages, on a différents types d'usages du cannabis. Mais enfin, arrêtons de se voiler la face sur cette histoire. C'est une question de santé publique. Donc, et puis en plus, il y a la question des trafics aussi, dont on voit les dégâts qu'ils font dans les cités. Oui. Heureusement que nous avons une politique pour lutter contre cela actuellement. Ouvrons le débat sur la légalisation régulée, vous me dites quoi ? Oui ou non ? Je dis oui, ouvrons le débat. Mais encore une fois, vous dites dépénalisation, légalisation régulée. Alors légalisation, déjà, légalisation régulée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Légalisation sous contrôle des autorités de l'État. Oui, comme tout ce qui est légal en France, dans un État de droit. Comme ça se passe dans beaucoup de pays, beaucoup d'États américains. En tout cas, les parlementaires ont lancé le débat, je suis ravie qu'ils l'aient fait. Bon, Barbara Pompili, un mot sur l'agriculture. Bientôt une nouvelle PAC. Oui. Est-ce que les agriculteurs bio seront les victimes de cette nouvelle PAC ? D'abord, je tiens à les rassurer. Je les ai rencontrés hier parce qu'ils souhaitaient qu'on discute, et ils ont bien raison, il faut qu'on discute de ces sujets-là. D'abord, on va augmenter les crédits pour les conversions à la bio. Et ça, c'est un point important. C'est ce qu'on appelle le deuxième pilier. Ces crédits-là vont être augmentés. 30% d'aide dédiée à l'agriculture bio, c'est bien cela ? Oui. On va passer de 250 à 340 millions d'euros. Très bien, vous avez des bons chiffres. Barbara Pompili, je travaille. Je vous les confirme. Bon. Je vous les confirme. Après, 340 millions d'euros, donc, pour l'agriculture bio. C'est pour les aides à la conversion. Pour les aides à la conversion. C'est pour les aides à la conversion. On est bien d'accord, 340 millions d'euros. Oui. On était à 250. Bon. C'est ça. On augmente fort, et c'est une volonté parce que nous voulons entraîner les agriculteurs à aller vers le bio. Pourquoi ? Parce que le bio est reconnu comme meilleur pour la santé et pour l'environnement, et notamment sur les produits bruts. Après, il y a la question de ce qu'on appelle le premier pilier, le fameux éco-régime, et comment on aide nos agriculteurs en fait à faire des pratiques qui soient les plus vertueuses possibles, comment on les accompagne. Et là, dans ce sujet-là, il y a des inquiétudes des agriculteurs bio, parce qu'ils disent, oui, mais nous, nos pratiques sont meilleures pour l'environnement et pour la santé, c'est connu, donc on voudrait ne pas être laissé pour compte par rapport à d'autres qui ne seraient pas bio. Et donc ça, c'est un débat qui est encore en cours actuellement, sur lequel il y a des arbitrages, et moi, je plaide évidemment pour que le bio, parce qu'il est bon pour la santé, parce qu'il est demandé, et puis parce qu'il doit être accessible. Oui, puis parce qu'on en a assez d'importer du bio d'ailleurs. Tout à fait. Je vais vous poser une question toute simple. Mais s'il est aidé, il sera moins cher. Écoutez-moi bien, un concombre sous plastique qui a poussé sous une serre en Espagne et qui est transporté en camion, en poids lourd, depuis l'Espagne jusqu'en France, est-il vraiment bio ? Franchement. Je suis d'accord avec vous que c'est un problème. C'est-à-dire que là, il va être bio, mais il va être sous plastique. Le plastique, c'est très mauvais pour l'environnement. Exactement. Il est transporté par camion. Alors déjà, à chacun, essayons de manger des fruits et légumes de saison. C'est meilleur au goût, c'est meilleur pour la santé, de proximité. Et le bio apporte un plus. Et donc, il faut que ce plus soit aussi moins cher pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, il faut développer... Les aides PAC, ça sert aussi à ça, à faire en sorte que ce soit moins cher. Développer les terres agricoles et cultivées en France, qui baissent. Barbara Pompili, j'ai une dernière question. Le député européen Stéphane Séjourné, qui est par ailleurs conseiller d'Emmanuel Macron, veut comptabiliser le temps de parole des éditorialistes.
Mais est-ce que vous avez au gouvernement, est-ce que Stéphane Séjourné a un problème avec la liberté d'expression ? Je découvre ça. Vous découvrez ça ? J'étais pas au courant du tout. Il pense à Éric Zemmour, par exemple. Est-ce qu'il faut décompter, comptabiliser le temps de parole des éditorialistes parce qu'ils prennent des positions politiques ? Le principe même d'un éditorialiste, c'est qu'il prend des positions politiques. C'est le principe d'un éditorialiste. Oui. Donc de décompter dans quel cadre, etc. Le CSA devrait décompter, c'est ce qu'il dit, comptabiliser. Je crois qu'il faut s'en tenir aux règles qui existent aujourd'hui. Elles sont des bonnes règles qui fonctionnent depuis longtemps. Après, il y a un sujet réseaux sociaux qu'on essaye de gérer, c'est autre chose. Mais le débat politique... chacun a la responsabilité du débat politique, les hommes et les femmes politiques, mais aussi les journalistes. La qualité du débat, ça c'est une exigence qui me paraît encore plus importante que des décomptages de temps de parole. Et l'indépendance vis-à-vis de tous les partis politiques. Merci Barbara Pompili d'être venue nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC BFM TV, 8h54.